26 mai 1941. Le Bismarck, l'un des plus grands cuirassés du monde, sillonne les eaux de l'Atlantique. Sa mission ? Affaiblir les forces alliées en détruisant leur convoi de marchandises. Deux jours plus tôt, le HMS Hood, sa première victime, a sombré en seulement 8 minutes. C'était terrible. On ne voulait pas y croire. Il n'y a eu que 3 survivants. C'est un immense revers pour les Alliés. Le Hood était le fleuron de la Royal Navy. Toute la Grande-Bretagne a été choquée par cette disparition brutale. Il ne faudra que quelques heures pour que la marine britannique réagisse, en déclenchant l'une des plus grandes courses-poursuites de l'histoire navale. Trajectoire 135 degrés. Trajectoire 135 degrés. Vous allez entendre des témoignages inédits de vétérans de la marine anglaise qui ont participé à la bataille contre le cuirassé allemand. Le Bismarck recevait obus sur obus. Tout le navire était envahi par la fumée et les flammes. C'était terrible. J'ai eu très peur ce jour-là. Je pense qu'on a tous eu très peur. S'il y a bien une chose qu'on peut accorder aux Allemands, c'est que leur artillerie était redoutable. Et découvrir des reconstitutions fidèles des événements. Une fois les torpilles tirées, il fallait virer de bord et prendre un maximum de vitesse pour s'éloigner le plus rapidement possible. C'est un jour qui nous a marqués à vie. On n'a jamais oublié le 27 mai 1941. Jamais. Nous allons plonger dans le récit passionnant des 24 heures qui ont précédé la fin du Bismarck. « 1941. Plusieurs milliers de tonnes de marchandises, dont la Grande-Bretagne a cruellement besoin, ont déjà été détruites par la marine de guerre allemande. Tous les cargos qui passaient par l'Atlantique étaient menacés. Surtout s'ils arrivaient des États-Unis. Hitler espère gagner la guerre en affamant les pays alliés. Les convois de marchandises étaient presque systématiquement détruits. Pour nous, c'était tragique. Parce qu'à cette époque-là, toute la population avait faim. Et la situation était si grave que l'Angleterre a failli capituler. Le pays tout entier était menacé par la famine. Deux gigantesques navires de guerre allemands sont responsables d'une grande partie de ce carnage, le Scharnhorst et le Gneisenau. Ils ont semé la terreur du nord de l'Atlantique jusqu'au large des côtes africaines. Au total, ils ont détruit 270 000 tonnes de marchandises et coulé 48 navires. Et la menace est encore plus grande quand le Bismarck est déployé à son tour en août 1940. C'est un monstre de plus de 40 000 tonnes pour 241 mètres de long. Il est notamment équipé de 8 canons de 37 mm à chaque bord. Son rayon d'action est de 16 430 km pour une vitesse maximale d'environ 13 nœuds. Aucun navire de guerre britannique n'est aussi rapide. En plus d'être le cuirassé le plus puissant de l'armée allemande, il était accompagné par un croiseur lourd, le Prinz Eugen. Leur première victime est le HMS Hood. Le Bismarck ne laisse aucune chance aux croiseurs britanniques. Le Hood a notamment été touché sous sa ceinture blindée par le tir d'un canon de 380 mm. L'obus est allé se loger dans une soute à munitions située à la poupe du navire. Cela a entraîné une série d'explosions de l'arrière à l'avant du navire qui s'est complètement désintégré. La bataille n'aura duré que 8 minutes. Le Hood coule et 1415 membres d'équipage sont tués. C'était un symbole de la suprématie britannique, mais il n'a fallu que quelques minutes pour qu'il soit totalement anéanti. C'était terrible. La nouvelle fait la une des journaux britanniques. Le Hood était le fleuron de la Royal Navy. Toute la Grande-Bretagne a été choquée par cette disparition brutale.
La réponse des Anglais ne se fait pas attendre. En quelques heures, le porte-avions HMS Victorious localise le Bismarck et envoie aussitôt ses bombardiers torpilleurs. Mais il s'apprête à affronter l'un des meilleurs commandants de la marine allemande, l'amiral Günther Lütjens. Il était considéré comme le plus talentueux, le plus réfléchi et le plus rusé des amiraux allemands. Günther Lütjens était un commandant exceptionnel. Il avait notamment dirigé les premières attaques du Scharnhorst et du Gneisenau dans l'Atlantique. Et il était à la tête de la flotte déployée pendant l'invasion du Danemark et de la Norvège. L'état-major britannique ne savait pas si Bismarck était là pour continuer les attaques sur les convois de marchandises, s'il allait repartir en direction de la Norvège ou s'il allait suivre le Scharnhorst et le Gneisenau qui se dirigeaient vers la France à ce moment-là. Malgré le danger, les bombardiers torpilleurs passent à l'attaque. L'un d'eux parvient même à atteindre sa cible, mais la frappe est sans conséquence pour le navire. Et moins de 24 heures après la destruction du Hood, l'amiral Lütjens profite d'une mer démontée et d'un ciel opaque pour échapper à ses poursuivants. On a perdu la trace du Bismarck et il a disparu. Winston Churchill donne aussitôt l'ordre de retrouver le cuirassé allemand. La marine a employé 2 méthodes pour retrouver le Bismarck. Ils ont déployé un avion de reconnaissance pour essayer de le repérer dans un rayon déterminé. Et ils ont demandé aux navires en patrouille dans l'Atlantique ou en train d'escorter des convois de marchandises de surveiller l'horizon. C'est une gigantesque partie de chasse qui commence. Le Wrenz, branche féminine de la Royal Navy, ne tarde pas à intercepter des communications entre le commandant d'un navire de guerre allemand, son quartier général et Hitler lui-même. L'amiral Lütjens était quelqu'un d'extrêmement bavard. Il utilisait sa radio en permanence. La personne à l'origine des messages est rapidement identifiée. Grâce à l'analyse du contenu des communications interceptées, les services de renseignement britanniques ont pu faire une première estimation de la position du Bismarck. Le navire semblait avoir pris la direction du sud-est, ce qui a permis d'établir un périmètre suffisamment réduit pour qu'un avion survole la zone et le repère. Cette première estimation est la bonne. Le PBY Catalina, déployé par la RAF, aperçoit le cuirassé allemand à 1100 km à l'ouest de Brest. Cette découverte scelle le destin du Bismarck. Dans 24 heures, il aura sombré. L'amirauté britannique donne l'ordre à plusieurs navires de converger vers la position du Bismarck. 3 bâtiments de la force H, une flotte basée à Gibraltar, arriveront par le sud. Et plusieurs navires de la Home Fleet, flotte principale de la marine britannique, chemineront depuis le nord. C'est l'amiral John Tovey, commandant en chef de la Home Fleet, qui dirigera les opérations depuis le HMS King George V. John Tovey était l'amiral typique formé par la Royal Navy au début du XXe siècle. C'était un commandant sérieux, fiable, il était très doué. Des navires isolés reçoivent également l'ordre de faire route vers le Bismarck. C'est le cas du HMS Rodney, commandé par le capitaine Dalrymple Hamilton. Le capitaine Dalrymple Hamilton était le descendant d'une grande famille de la noblesse militaire écossaise, qui était proche de la royauté. Il connaissait d'ailleurs la reine Élisabeth II depuis son enfance. Les 3 navires de la force H sont à 180 km au sud-est du Bismarck. Terry Goddard se trouve à bord du porte-avions HMS Ark Royal. Âgé de 21 ans, il est l'un des navigateurs de l'escadron de bombardiers torpilleurs. Terry Goddard avait ce côté pragmatique, typique des aviateurs de son époque. Son seul but était de remplir les missions qui lui étaient confiées. On était tous conscients qu'il fallait absolument arrêter le Bismarck. C'est depuis le pont d'envol du HMS Ark Royal que plusieurs bombardiers torpilleurs s'élancent.
Leur objectif, ne pas perdre de vue le Bismarck. Il ne fallait surtout pas perdre sa trace le temps que les navires britanniques se rapprochent. Mais les avions sont immédiatement repérés par les vigies du navire ennemi. Dès qu'ils s'approchent du Bismarck, ils essuient les tirs de ces canons anti-aériens. Ils doivent zigzaguer pour ne pas être touchés. L'amiral Lütjens comprend que les bâtiments anglais sont proches. Pour éviter un combat perdu d'avance, le Bismarck doit absolument échapper à ses avions. Mais de leur côté, les navires de la Home Fleet sont confrontés à un problème de combustible. Forcés d'avancer à grande vitesse malgré des conditions particulièrement mauvaises, leurs réserves de carburant s'épuisent rapidement. La météo était très mauvaise pour un mois de mai. La mer était très agitée et les navires qui arrivaient du nord consommaient beaucoup plus de carburant que prévu. À plusieurs centaines de kilomètres au sud, les bombardiers torpilleurs sont de retour sur le HMS Ark Royal. L'équipage installe aussitôt des torpilles en vue d'une frappe aérienne sur le cuirassé allemand. Ces appareils sont des biplans régulièrement utilisés par l'armée britannique, car ils peuvent embarquer une très grande variété d'armes. Le ferry Swordfish permettait d'effectuer différents types de frappes aériennes, et il était surtout très difficile à abattre. C'était un avion beaucoup plus moderne qu'il n'en avait l'air et qui remplissait ses fonctions de bombardier-torpilleur à merveille. Malgré des conditions qui continuent de se dégrader, l'escadron de Swordfish reçoit l'ordre de passer à l'attaque. Dans un ciel opaque, les avions repèrent un navire qu'ils prennent aussitôt pour cible. Ils ne se rendent pas compte qu'il s'agit en réalité du Sheffield, un croiseur britannique lancé à la poursuite du Bismarck. Je ne m'en remettrai jamais. Le Sheffield était un croiseur léger à double cheminée d'environ 11 000 tonnes. Tandis que le Bismarck était un énorme cuirassé d'environ 50 000 tonnes, avec une seule cheminée. Il faisait 3 fois la taille du Sheffield. Mais c'est bien le bâtiment anglais qu'ils ont ciblé. Heureusement, le navire s'en tire de justesse, grâce aux manœuvres habiles du capitaine Charles Larcom. Ce dernier donne également l'ordre à ses artilleurs de ne pas ouvrir le feu sur les Swordfish. Il a été généreux de ne pas tirer sur les idiots qui l'attaquaient. Le Bismarck vient d'éviter une première attaque. Mais sa chance va bientôt tourner. L'escadron de bombardiers-torpilleurs est de retour sur le HMS Ark Royal après avoir failli couler le Sheffield. De son côté, la Home Fleet, emmenée par l'amiral Tovey, continue de dévorer ses réserves de combustible dans sa course-poursuite avec le Bismarck. L'amiral Tovey et le capitaine Dalrymple Hamilton savaient qu'ils ne devaient pas avancer trop vite, parce que c'était le meilleur moyen de se retrouver contraint d'abandonner la poursuite du Bismarck et de tomber en rade au milieu de l'Atlantique. Les navires britanniques doivent impérativement rejoindre le Bismarck. L'amiral Tovey savait que le nombre de navires mobilisés lui permettrait d'avoir la puissance de feu nécessaire pour le détruire, à condition de pouvoir le rattraper. Mais un avion de reconnaissance de l'armée nazie repère les navires de la Home Fleet. Il transmet aussitôt un message radio au Bismarck pour signaler l'arrivée imminente des Britanniques, et notamment du HMS Rodney. De leur côté, les Britanniques savent qu'ils ont été repérés. Ils craignent d'être attaqués par des U-boats, les redoutables sous-marins allemands, avant d'atteindre leur objectif. Sur le Bismarck,
Le message du pilote allemand est immédiatement transmis à l'amiral Lütjens. Amiral, un cuirassé britannique se rapproche. Lequel? Le Rodney. Il a des canons de 406 mm. Il pourrait provoquer de gros dégâts. Nous sommes très bien armés aussi. Amiral, le Rodney est à plus de 200 000 marins de notre position. Je vois. Dites-moi, combien de temps avons-nous? Le Rodney est lent. Nous pouvons facilement le semer. Alors faites-le. Mais si l'amiral Lütjens sait désormais que le Rodney se rapproche au nord, il ignore toujours que le HMS Sheffield, qui a un temps d'avance sur les navires de la Force H, vient d'arriver par le sud. Le croiseur britannique peut désormais surveiller le Bismarck à distance. Il contourne le cuirassé allemand par le nord en restant suffisamment loin pour ne pas être repéré. Puis, transmet sa vitesse et ses coordonnées exactes à la Home Fleet. L'amiral Tovey a pu en déduire que l'ennemi avançait trop vite pour que sa flotte puisse le rattraper. Il ordonne donc aux bombardiers torpilleurs du HMS Ark Royal d'effectuer une frappe pour ralentir le Bismarck en endommageant ses hélices et son gouvernail. C'est une mission à très haut risque. Le cuirassé est lourdement armé et les Allemands n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur les Swordfish. Les aviateurs savent qu'ils vont risquer leur vie. Le danger faisait partie du métier. On n'avait pas peur de mourir, en fait. La plupart des gars avec qui j'étais venaient de se marier ou d'avoir un enfant. Mais on savait qu'on serait envoyé au combat. Parce que c'était notre avenir qui était en jeu. Une fois de plus, et malgré des conditions toujours aussi mauvaises, les Swordfish décollent. Le ciel était noir et on avait de la chance d'avoir des Swordfish. C'était le seul avion qui pouvait décoller et atterrir sur un porte-avions dans des conditions pareilles. Mais alors que 3 escadrons de bombardiers torpilleurs se dirigent vers le Bismarck, des U-boats, mobilisés par un centre de commandement nazi basé en France, arrivent pour escorter le cuirassé allemand. Le U-556 du capitaine Herbert Wolfhard était le plus proche. Alors qu'il se dirige vers le Bismarck, le U-556 passe sous le HMS Ark Royal et manque d'écraser son périscope. Seigneur. Au cours des semaines précédentes, ce sous-marin avait coulé plusieurs convois de marchandises. Résultat, il était à court de torpilles. C'était le seul sous-marin à être aussi proche du Bismarck, mais il était totalement impuissant. L'équipage devait se contenter d'informer l'amirauté de ce qui se passait. Il ne pouvait pas le défendre. Si seulement il nous restait quelques torpilles. L'ennemi est juste là. Dire qu'on est parfaitement positionné. Le capitaine Wolfhard informe le centre de commandement nazi de la position du HMS Ark Royal et des autres navires de la Force H. L'état-major allemand a désormais connaissance du danger que court le Bismarck. De leur côté, les escadrons de bombardiers torpilleurs s'apprêtent à fondre sur leur cible. On a plongé. La glace qui s'était formée sur nos ailes s'est détachée. L'altimètre s'est emballé et il tournait à toute vitesse. On est descendu à environ 180 mètres d'altitude. Et le Bismarck est apparu. Il était juste là, sur notre droite. Et il a immédiatement ouvert le feu.
On était encerclés par un vacarme assourdissant. Tout l'avion vibrait. Comme si il y avait des trains lancés à pleine vitesse autour de nous. Le Bismarck ressemblait à un immense dragon qui crachait du feu. C'était comme s'il était illuminé. C'était beau. C'était vraiment un navire magnifique. Il avait tout ce qu'on pouvait attendre d'un tel cuirassé. Il était terrifiant et magnifique à voir. Mais il avait beaucoup de mal à nous toucher. Malgré l'énorme puissance de feu dont il dispose, les artilleurs du Bismarck n'arrivent pas à abattre les Swordfish. Ces avions étaient des cibles très difficiles à atteindre. Ils volaient bas et pouvaient se déporter de droite à gauche et de haut en bas, comme des feuilles mortes. Et grâce à ce genre de manœuvre, ils arrivaient à esquiver les tirs de canon. Le Swordfish était un avion exceptionnel. Les pilotes ont une mission précise, endommager le gouvernail du cuirassé. On ne pensait pas à la mort. On pensait uniquement à notre mission. On est descendu aussi bas qu'on pouvait et on a foncé. On a lâché la torpille à un peu plus de 1000 mètres du navire. On a aussitôt viré de bord, mais j'ai eu le temps de voir une grande explosion noire et blanche. Elle était haute et large. C'était clairement une explosion de torpille. Et on était seuls. Il n'y avait plus aucun avion autour de nous. Donc, c'était forcément la torpille qu'on venait de lâcher. De retour sur l'Arc Royal, les aviateurs s'empressent d'annoncer le succès de leur mission. Mais leurs supérieurs ont besoin de preuves pour les croire. Nos commandants avaient beaucoup de mal à croire qu'on avait vraiment touché le Bismarck. La parole de ces jeunes pilotes qui rêvaient tous de gloire ne leur suffisait pas. Il leur fallait des preuves. Rapidement, le HMS Sheffield informe l'amiral Tovey que le Bismarck a du mal à voguer droit et qu'il a changé de cap. Il a opéré un demi-tour et se dirige maintenant vers le nord-est, tout droit vers la position des navires de la Home Fleet. C'était surprenant que le Bismarck change de direction aussi soudainement. Au lieu de continuer à essayer de semer les navires qui le pourchassaient, il n'avait aucune raison de se diriger vers l'ennemi. C'était comme s'il voulait se jeter dans la gueule du loup. Ce changement de cap ne peut pas être volontaire, et la trajectoire du cuirassé confirme qu'il a un problème. Il zigzague sur l'océan et s'éloigne des côtes françaises vers lesquelles il faisait route. Il ne peut plus y avoir de doute. Le Bismarck donnait presque l'impression d'être à la dérive, alors que ses moteurs fonctionnaient encore. Ça voulait dire que l'équipage ne pouvait plus les manœuvrer. L'amiral Tovey a maintenant la certitude que les Swordfish de l'Arc Royal ont bel et bien endommagé le gouvernail du Bismarck. Mais les navires qui pourchassent le cuirassé allemand ne sont pas tous au courant de la nouvelle. À bord du Rodney, le capitaine Dalrymple Hamilton s'apprête à abandonner la course-poursuite. Ici votre capitaine. La frappe aérienne a échoué. Heureusement, il reçoit de nouveaux ordres juste avant de faire demi-tour. Capitaine, l'amiral Tovey nous donne l'ordre de mettre le cap sur l'ennemi. Alors accélérez la cadence. Vitesse 23 nœuds, trajectoire 135 degrés. Bien. Trajectoire 135 degrés. On y est.
L'heure a sonné. À bord du Rodney, tout le monde se prépare pour un affrontement sans merci. Il n'y a pas un seul artilleur qui ait eu le temps d'aller se coucher cette nuit-là. On est tous restés derrière nos canons. Et il faisait tellement froid qu'on ne pouvait même pas essayer de dormir dans les tourelles. Pendant ce temps, l'équipage du Bismarck tente de réparer le gouvernail. À peine quelques heures après l'attaque des Swordfish, les marins allemands essayaient de débloquer le gouvernail du navire. Ils ont tout essayé pour trouver une solution au problème, mais ils n'ont pas réussi. Et la mer était tellement agitée que de plus en plus d'eau a commencé à s'engouffrer dans la salle des machines. Depuis sa tourelle, Len Nicol, 20 ans, est témoin des difficultés auxquelles va faire face l'ennemi. On le voyait décrire des cercles sur l'eau. C'était la cible parfaite pour nous. À ce stade, ils n'avaient plus aucune chance de s'en sortir. Le Bismarck n'échappera pas à la bataille. Un à un, les navires britanniques apparaissent à l'horizon, tels des prédateurs se rapprochant de leur proie. Le Bismarck est sur le point d'affronter ses ennemis. La stratégie de la marine britannique a parfaitement fonctionné. Le cuirassé est désormais cerné de toutes parts. À bord, les artilleurs sont prêts à défendre leur navire quoi qu'il en coûte. Depuis sa cabine, l'amiral Lütjens envoie un message radio au centre de commandement nazi basé en France. Nous ne pouvons plus manœuvrer le navire. Nous nous battrons jusqu'au bout. Longue vie au Führer. Même s'il est endommagé, le Bismarck reste un navire de guerre lourdement armé. Les forces britanniques doivent s'en approcher prudemment. L'amiral Tovey a décidé d'attendre que le soleil se lève pour lancer l'attaque. Le King George V et le Rodney profiteront de l'obscurité à l'ouest pour se rapprocher discrètement du cuirassé allemand, dont la silhouette se distinguera facilement devant le soleil levant. L'amiral Tovey demande aussi aux destroyers de la Home Fleet de harceler le cuirassé tout au long de la nuit, pour l'affaiblir. Le Bismarck nous répondait avec ses canons de 380 mm. Heureusement, il ne nous a pas touchés. Nous avons effectué 2 ou 3 manœuvres pour tenter de le torpiller, en tournant la proue face au Bismarck et en prenant un peu de vitesse. Nos canons de 38 faisaient feu en même temps. Une fois les torpilles tirées, il fallait virer de bord et prendre un maximum de vitesse pour s'éloigner le plus rapidement possible. On sentait l'arrière du navire glisser dans tous les sens. Impuissant, le capitaine Wolfhard regarde la scène depuis le U-556. On ne peut rien faire, c'est insupportable. Alors qu'on pourrait les aider, on est si proches. C'était une situation très frustrante pour le capitaine Wolfhard. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tenir ses supérieurs au courant des événements. Mais le U-556 ne sera bientôt plus seul, car d'autres U-boats sont en route vers sa position. Les renseignements britanniques sont au courant de l'arrivée imminente de ces sous-marins. L'amirauté a transmis un message à tous les navires qui étaient positionnés autour du Bismarck pour les prévenir que 4 sous-marins allemands se trouvaient dans les parages. Les forces britanniques n'ont donc que très peu de temps pour venir à bout du Bismarck, car une attaque d'U-boat pourrait rapidement inverser la tendance. À bord du Bismarck, l'amiral Lütjens est convaincu qu'il n'y a plus aucun espoir. Il demande donc que son journal de guerre soit récupéré par un sous-marin. Il ne voulait surtout pas que ce journal disparaisse avec lui, parce que le plus important à ses yeux, c'était que ses supérieurs sachent qu'il n'avait pas commis d'erreur. Sa requête est aussitôt transmise à l'Oberkommando, l'organe de commandement suprême de l'armée nazie. L'ultime passe d'armes avant l'arrivée des U-boats est sur le point de commencer. À bord du Rodney, Len Nicol se prépare.
Notre plus grande peur, c'était qu'au moment de tenter une approche frontale du Bismarck, l'un de ses canons touche la proue de notre navire. Ça aurait provoqué une explosion similaire à celle qui avait détruit le Hood. Alors que le Rodney se rapproche, la silhouette sombre du Bismarck se fait de plus en plus imposante. C'est un jour qui nous a marqués à vie. On n'a jamais oublié le 27 mai 1941, jamais. La flotte britannique se met en position. Le King George V et le Rodney attaqueront de l'ouest, tandis que le Dorsetshire attaquera de l'est et le Norfolk du nord-est. Alors que le soleil se lève, l'équipage du cuirassé allemand voit le King George V et le Rodney sortir silencieusement de l'obscurité. Nous avons ouvert le feu vers 8h30. Le Rodney tire un premier obus en direction du Bismarck afin d'ajuster la visée de ses canons, dont la portée est d'environ 20 km. Le projectile manque sa cible et termine sa course dans l'océan. Une fois le tir corrigé, l'artillerie lourde du Rodney entre en action. Une minute plus tard, le King George V lance sa première salve avec ses canons de 356 mm. Mais tous les obus manquent leur cible, soulevant de gigantesques gerbes d'eau autour du Bismarck. De son côté, le capitaine Lindemann décide de concentrer le feu du cuirassé sur le Rodney, qui représente la plus grande menace. Je dois avouer que j'étais complètement tétanisé. J'ai passé chaque seconde de la bataille à attendre la catastrophe. Len Nicol suit l'action depuis l'une des tourelles du Rodney. S'il y a bien une chose qu'on peut accorder aux Allemands, c'est que leur artillerie était redoutable. On voyait arriver les obus de leurs canons. Et on voyait partir les obus de nos canons. Ça pouvait être la fin à tout moment. Le Rodney tire sans relâche sur sa cible et se retrouve bientôt enveloppé dans une épaisse fumée noire. Grâce aux manœuvres très habiles de notre capitaine Frédéric Dalrymple Hamilton, le Rodney est sorti du combat presque indemne. Bien qu'il s'agisse d'un cuirassé, le Rodney fait en effet preuve d'une grande agilité sous les ordres de son capitaine. Dès qu'une salve passait à côté de nous, il faisait virer le navire pour éviter la suivante, comme s'il savait exactement à quel endroit elle allait atterrir. Il était très perspicace. La bataille continue de faire rage. Des centaines d'obus sont tirés de part et d'autre. L'affrontement a duré de longues heures et chaque seconde était terrifiante. J'avais 20 ans à cette époque et je dois avouer que j'étais complètement tétanisé. Il s'agit d'un type d'obus qui explose quelques instants après l'impact. Mais ces projectiles ont du mal à pénétrer les parois du Bismarck, qui sont recouvertes d'une épaisse ceinture de blindage. Ils passent donc aux obus perforants. Comme leur nom l'indique, les obus perforants sont conçus pour transpercer des surfaces blindées. Le pont et les superstructures du Bismarck n'étaient pas protégés par un blindage. Et c'est là où ces projectiles ont finalement provoqué le plus de dégâts. Ça a été un carnage. Pris sous une pluie d'obus, le Bismarck est touché à de nombreuses reprises.
On a très vite remarqué que ces obus, qui pesaient 1 tonne chacun et qui étaient d'ailleurs les plus gros du monde, en ce qui concernait l'artillerie navale, atteignaient le Bismarck beaucoup plus régulièrement. Le Rodney est le navire britannique le plus proche du cuirassé allemand. Il ne devait même pas être à 2000 mètres de nous, à mon avis. Je pense que si les opérateurs des canons antiaériens avaient voulu lui lancer des patates dessus, ils auraient réussi à le toucher. L'un des obus tirés par le Rodney a détruit la superstructure avant du Bismarck, dans laquelle se trouvait le centre de commandement ainsi que les équipes radio. Comme l'a déclaré un survivant par la suite, c'était comme s'ils avaient fait exploser le cerveau du Bismarck. Mais l'amiral Lütjens avait donné l'ordre à son équipage de se battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il avait lui-même reçu cet ordre de l'amiral Raeder, le commandant en chef de la marine nazie. Les conditions sont désormais suffisamment bonnes pour que les Swordfish prennent leur envol. L'appareil de Terry Goddard décrit plusieurs cercles au-dessus du Bismarck. Il y avait des explosions d'un bout à l'autre du navire. C'était un véritable massacre. Et il était devenu totalement incontrôlable. Après un long trajet, le croiseur lourd HMS Dorsetshire rejoint enfin la bataille. Il se met immédiatement à la parallèle du Bismarck et tire une salve à l'aide de tous ses canons de 203 mm. Une partie du pont ainsi que la structure de commandement de l'artillerie du navire ennemi sont détruites. Il y a eu une explosion à l'arrière d'une des tourelles et je l'ai vu s'envoler. Les Britanniques sont sans pitié. C'était un massacre. Le Bismarck recevait obus sur obus. Le navire était envahi par la fumée et les flammes. C'était terrible. Les obus qui ont causé le plus de dégâts sont ceux tirés presque à bout portant par le King George V et le Rodney. Le Bismarck était dévoré par les flammes de la proue à la poupe. Les dégâts étaient énormes. L'amiral Lütjens et le capitaine Lindemann ont certainement été tués dans l'explosion du centre de commandement, ce qui confirmerait le fait que le cerveau du Bismarck ait été détruit très rapidement. Tous les canons du Bismarck se sont tus. Quand un navire est touché par un grand nombre d'obus perforants, sa structure interne se déforme et les membres d'équipage perdent tous leurs repères. La bataille se transforme en tragédie. Des centaines de marins allemands désespérés se sont jetés à la mer pour échapper au brasier, même s'ils savaient qu'ils risquaient de se noyer. Un certain nombre de soldats qui étaient à bord du Rodney avaient du mal à supporter ce spectacle et voulaient y mettre fin. C'était terrible, innommable. Pour moi, ça aurait presque pu être considéré comme un acte meurtrier. C'était un massacre. Et c'était très dur de voir ça. Notre prêtre s'est même présenté sur le pont pour parler au capitaine. Et il l'a supplié de cesser le feu. Il voulait qu'on arrête de tirer sans relâche sur un navire qui n'était plus en état de se défendre.
Mais le capitaine lui a simplement répondu « Occupez-vous de vos affaires et quittez ce pont immédiatement. » Le capitaine Dalrymple Hamilton ne peut pas faire cesser le feu, car il a reçu l'ordre de couler le Bismarck. Et le cuirassé allemand bat toujours son pavillon de combat, ce qui signifie qu'il ne se rendra pas et se battra jusqu'à la fin. Je crois que je m'en souviens. Il me semble que j'avais remarqué ce drapeau au-dessus de la fumée. Ils avaient 2 drapeaux à croix gammée, un sur le grand mât et un autre immense sur le mât de misaine. Quand vous êtes en guerre, vous ne cherchez pas à blesser l'ennemi, vous cherchez à l'éliminer. On devait couler le Bismarck, parce que si on était parti en le laissant dans cet état-là, il aurait fini par être réparé et serait reparti en mission. La flotte britannique n'a pas une minute à perdre, car des sous-marins et des navires allemands ne sont plus très loin de leur position. Les forces britanniques devaient finir le travail rapidement. Il leur restait peu de carburant, et il ne fallait surtout pas qu'ils se retrouvent bloqués là, à la merci de sous-marins. Mais le Bismarck était un cuirassé si résistant qu'il tenait encore. Donc il fallait en finir et le plus vite possible. Tous les navires armés de torpilles ont donc reçu l'ordre de détruire sa coque pour mettre un terme à son agonie. C'est le HMS Dorsetshire qui portera le coup fatal. Je n'aurais pas aimé être sur ce navire. Terry Goddard assiste aux derniers instants du Bismarck depuis son swordfish. Le pont et les superstructures avaient été détruits. Il y avait un énorme trou au centre du navire dont sortait un immense panache de fumée noire. Il a commencé à couler par la poupe. La proue s'est levée comme un grand bras d'honneur. D'énormes bulles se sont formées à la surface de l'eau. Et il a disparu. Au total, plus de 2000 marins allemands sont tués ce jour-là. Des centaines de marins essayaient de nager. La mission de destruction se transforme en opération de sauvetage. Sur des photos, on voit des marins allemands être hissés à bord du Dorsetshire qui cherchait les survivants avec un autre destroyer. Mais les sauvetages s'arrêtent soudainement. Quand les vigies du Dorsetshire ont cru apercevoir un périscope au loin, l'opération de sauvetage a été interrompue. Le risque d'être attaqué était trop grand. C'est le capitaine de l'un des destroyers qui avait été envoyé récupérer les hommes à la mer qui a pris cette décision. Parce qu'il s'est rendu compte que s'ils ne s'éloignaient pas immédiatement, ils seraient coulés eux aussi. L'amiral Tovey ordonne à l'ensemble de sa flotte de se retirer. Ils ont malheureusement laissé plusieurs centaines de marins dans l'eau. Mais selon le droit maritime international, un capitaine n'a l'obligation de porter secours à des naufragés que si son navire ne court pas de danger sérieux. C'était terrible d'être obligé d'abandonner ces pauvres marins à leur sort. On les a laissés dans une eau glaciale, en sachant qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Ils étaient des centaines et ils se sont noyés. La destruction du Bismarck est lourde de conséquences pour le Troisième Reich. En coulant le Bismarck, les Britanniques ont forcé la marine nazie à mettre un terme aux attaques de convois de marchandises dans l'Atlantique, alors que des navires comme l'Admiral Scheer, le Tirpitz, le Scharnost et le Gneisenau étaient toujours opérationnels. De plus, cette victoire convainc les États-Unis de continuer à soutenir la cause britannique en leur fournissant notamment des armes.
Ça a été un véritable tournant pour la Grande-Bretagne. En coulant le Bismarck, ils ont non seulement prouvé au monde entier que leur cause n'était pas perdue, mais ils ont aussi assuré le maintien des convois de marchandises en provenance des États-Unis. Le 27 mai 1941, le soir même de la victoire britannique sur le Bismarck, le président Roosevelt s'adresse à la nation américaine et déclare un état d'urgence nationale illimité. Dans son discours, il affirme notamment que les États-Unis aideront la Grande-Bretagne en continuant d'escorter leurs convois de marchandises. I say that the delivery of needed supplies to Britain is imperative. I say this can be done. It must be done, and it will be done. We will not accept a Hitler-dominated world. And we will not accept a world like the post-war world of the 1920s, in which the seeds of Hitlerism can again be planted and allowed to grow.